Avec plus d'1 million de morts chaque année, l'hépatite occupe le 7e rang de cause de mortalité dans le monde. Pourtant, elle ne fait pas la une de l'actualité. L'hépatite tue, elle tue en silence. Aujourd'hui, comme bon nombre d'autres maladies, elle est éclipsée par la pandémie de la Covid-19, mais elle continue de faire des ravages, d'où l'importance de sensibiliser sur cette maladie. À l'occasion de la Journée internationale des hépatites, quoi de plus normal de se pencher encore une fois sur le sujet? Quelle est la situation en République démocratique du Congo? Comment se fait la prise en charge et quels sont les enjeux et défis de l'heure? On en parle dans ce check-up. Mesdames et messieurs, bienvenue. La maladie à coronavirus circule encore en République démocratique du Congo. Cette pandémie ne devrait pas faire perdre de vue la présence de plusieurs autres maladies chroniques positionnées comme des tueurs silencieux tels que les hépatites. Cette inflammation chronique et aiguë qui attaque le foie. Selon les statistiques, l'RDC recense plus de 6 millions de personnes porteuses chroniques des hépatites. Malheureusement, la maladie n'est pas connue du grand public. Cette pathologie virale dont le premier symptôme s'apparente à la grippe, une grande fatigue, la fièvre, une jaunisse, des douleurs abdominales, des nausées, elle passe souvent inaperçue. L'hépatite attaque le foie, un des organes les plus importants du corps humain, situé dans la partie droite de l'abdomen, dont le rôle principal est de filtrer le sang et contribuer à l'élimination de déchets. Les complications peuvent conduire à un dysfonctionnement du foie, causer un cancer hépatique et de nombreuses personnes qui en souffrent meurent des cirrhoses de foie. Au regard de la dangerosité de cette maladie qui du reste se prête en renfort aux comorbidités qui aggravent la Covid-19 et entraînent la fatalité, cette coïncidence malheureuse peut être évitée au dépistage qui reste le meilleur moyen de prévention et une prise en charge à temps de la maladie. Avec près de 1,4 million de morts par an et 328 millions de personnes infectées, les hépatites B et C dépassent aujourd'hui les 3 grandes endémies, VIH, tuberculose, paludisme, tant en nombre de décès que de personnes affectées selon l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une urgence sanitaire car la maladie occupe le 7e rang de cause de mortalité dans le monde. Sur ce plateau de check-up, le docteur Pascal Chamala, une fois de plus pour sensibiliser sur les hépatites. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci, madame. Docteur, vous vous êtes lancé dans la sensibilisation, je dirais même dans la lutte contre les hépatites en République démocratique du Congo. Chaque année, des actions que vous menez pour continuer à sensibiliser la population sur cette pathologie du foie, une maladie pas très connue du public. Mais comment vous décrivez en quelques mots cette maladie? En quelques mots, je dirais qu'une hépatite, c'est une inflammation du foie. Donc, il y a tout un tas des transformations du tissu hépatique et même de la fonction du foie lorsque le foie a été habité par certains virus, surtout le virus B et le virus C. Il y a toute une transformation qu'on appelle couramment inflammation et donc on aura affaire à quand on parle de hépatite virale, c'est-à-dire que tout un tas de manifestations qui montrent qu'au niveau de cet organe, qui est parmi les plus gros organes, il y a des dysfonctionnements, aussi bien des déformations de sa structure, des dysfonctionnements qui vont aboutir à la maladie qui est les hépatites B et ou C. Un organe important du corps humain. Très important parce qu'il est parmi non seulement du volume, mais aussi il a de nombreuses fonctions qu'il remplit, notamment, par exemple, la fabrication des albumines, des protéines. Et donc, cela va contribuer. Les protéines sont très importantes dans la fabrication des anticorps. Alors, l'organe est attaqué par des virus. On parle des hépatites A, des hépatites B, des hépatites C. Est-ce que les symptômes sont les mêmes? Fièvre, fatigue, jaunisse. Ce qui fait que d'autres personnes ont du mal à faire la différence entre les signes grippaux et les signes des hépatites? Effectivement, ça va avoir presque les mêmes signes, mais pas les mêmes conséquences. L'hépatite A, C, D et E, parce qu'il y a 5, vont faire
des signes du genre un syndrome grippal. Vous avez comme une grippe, vous êtes faible, vous avez de la fièvre qui va passer. Peut-être que vous allez faire des yeux jaunes, un ictère, et puis ça passe. Ça passe sans casser. Alors que pour l'hépatite B et C, ça va passer aussi par les mêmes phases, une phase aiguë, mais à la différence des autres hépatites que je viens de citer, celles-là vont passer à la chronicité. Et c'est parce que ça passe à la chronicité, 80% des cas vont passer à la chronicité, et c'est ça qui va progressivement détériorer la fonction et même la forme du foie et la fonction du foie, qui va aboutir à des maladies chroniques du genre, d'abord une insuffisance hépatique, c'est-à-dire que les fonctions du foie ne sont plus remplies correctement, la personne va avoir, par exemple, très peu de protéines dans son corps, il va commencer à gonfler. Et progressivement, il va faire une cirrhose et parfois même un cancer. Et là, ça devient très dangereux, donc je dois dire que c'est une maladie très dangereuse. C'est une maladie très dangereuse. Je ne sais pas s'il existe des maladies qui ne soient pas dangereuses, mais c'est vraiment une maladie très dangereuse parce que à long terme, elle vous conduit à des maladies irréversibles, à une détérioration de votre santé d'une façon irréversible si vous n'y faites pas attention. Et il n'existe pas de maladie moins dangereuse, docteur, vous venez de l'affirmer, mais on est en pleine crise sanitaire. On a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est concentré vers la Covid-19. On a l'impression que d'autres maladies n'existent plus, ont disparu. Pourtant, comme des fantômes, vous parlez des hépatites, ces maladies continuent à sévir dans nos communautés, dans nos pays, partout dans le monde. Docteur, comment vous vous y prenez? Effectivement, vous avez raison. On a l'impression que d'autres maladies n'existent pas. Il n'y a que le Covid qui existe. Mais Dieu sait que chaque jour, les gens meurent de malaria, de diabète, d'hypertension, etc., etc. Comment exister? Et c'est ça la problématique que nous avons pour cette journée du 28 juillet. Comment les gens vont-ils continuer à percevoir le danger des hépatites qu'on a qualifié l'année passée d'un danger qu'il faut éradiquer d'ici 2030. Comment les gens vont-ils continuer à percevoir ces dangers dans un contexte où tout est Covid? Alors c'est ça que nous allons réfléchir. Mais justement, le thème cette année est les hépatites à l'ère de Covid-19. Absolument. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un thème opportun? Et il est tout à fait opportun, parce que comme je vous ai dit, les hépatites continuent, d'autres maladies continuent, mais il y a comme une éclipse. Ils sont vraiment barrés par la Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, l'année passée, l'OMS, si vous regardez même sur Internet pour voir le thème de cette année, vous ne trouvez pas. C'est dire comment les gens ont l'attention vers la Covid alors que les hépatites sont là. Ben justement, l'OMS souhaite l'élimination de l'hépatite en 2030. Est-ce que vous pensez qu'avec la Covid qui est arrivée, est-ce que vous pensez que cet objectif est toujours réalisable? C'est vrai que la Covid ne va plus passer. Nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Mais nous devons relativiser les choses, voir l'importance des uns et des autres. Et donc, la Covid qui va rester dans notre environnement de vie doit être traitée à sa juste valeur par rapport aux autres maladies. Et donc, oui, nous devons continuer à combattre les hépatites parce que, comme on a dit dans notre programme, RDC Tokolonga hépatite, nous devons continuer. Et c'est pour cela que cette année-ci, nous allons réfléchir comment continuer à exister en tant que hépatite, entre guillemets, dans un terrain de Covid-19. Mais vous parlez de continuer à exister en tant qu'hépatite pendant que votre campagne se veut d'éradiquer l'hépatite. Enfin, c'est une façon de dire comment continuer à exister comme problème. Parce que le problème existe. Voilà, le problème existe. Ce n'est pas que le virus doit continuer, non. Comment continuer à percevoir le danger des hépatites lorsque tous les médias ne parlent que de la Covid-19?
Vous comprenez? Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la Covid-19 et les hépatites? C'est vrai que ce sont des virus qui attaquent le foie, des virus qui attaquent le système respiratoire, qui attaquent le poumon. Quel est l'autre lien qu'on peut faire entre les deux maladies? Mais les liens, c'est que les virus, par exemple, le virus, la Covid-19, va aller provoquer des maladies qui apparaissent dans un contexte aigu. Vous comprenez? La Covid va vous envahir en 31 jours, vous êtes vivant ou vous êtes mort. Alors que les hépatites est vont... une tueuse silencieuse. Voilà, elle est beaucoup plus silencieuse, elle provoque des maladies parfois irréversibles et aussi bien l'ampleur que l'impact sur la société est plus ou moins... Enfin, à première vue, ça paraît différent, mais c'est la même chose. L'impact dans la population qui fait les hépatites est de plus en plus important. Hein, vous vous rappelez qu'au début des années 2019, on nous a dit que le paludisme régresse, que le sida régresse, que les maladies virales, virus B et C, sont en train de prendre l'ascenseur d'une façon exponentielle. Exactement. Et donc, la menace est là. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de voir comment faire en sorte que la riposte qu'on réserve à la Covid-19 et la riposte qu'on doit réserver aux hépatites soit plus ou moins mises ensemble, parce que effectivement, ce sont des maladies virales qu'on peut attaquer de la même façon à partir de notre pyramide sanitaire, qui est la zone de santé. Nos zones de santé doivent être mises à profit justement pour pouvoir s'attaquer au problème. Mais docteur Tchamala, dites-nous, est-ce que vous pensez que la population connaît suffisamment la maladie, mais aussi ses méfaits? Il y a beaucoup qui ignorent cette maladie, effectivement, parce que les gens se disent, bon, hépatite, c'est les yeux jaunes. C'est pas vrai, parce que là, plusieurs personnes peuvent faire des yeux jaunes. Les anémiques S vont faire les yeux jaunes. Les gens qui détruisent les globules rouges parce qu'ils ont pris un médicament quelconque vont faire les yeux jaunes. Mais c'est pas ça l'hépatite. Et donc, il y a une connaissance très, très, très limitée de la maladie dans la population, ce qui fait que, il y a des gens qui se disent, bon, ça n'existe pas, ou si ça existe, ce n'est pas aussi dangereux, jusqu'au moment où, dans leur propre famille, ils ont des cas comme cela. Donc, nous devons, nous, professionnels de santé, faire un peu plus d'efforts d'expliquer les maladies. Parce qu'il y a ici, à Kinshasa, des prototypes. Hein? Quand tu as les yeux jaunes, tu as l'hépatite. Quand tu tousses, tu as la tuberculose. Quand tu as du sang, quand tu éternues, tu as la Covid. Enfin, bref, en même temps, on dit que la Covid n'existe pas, mais en même temps, tout le monde te fuit parce que tu commences à tousser, parce que tu commences à faire de la fièvre. Mais j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire quelle est la situation actuelle du pays par rapport aux hépatites. C'est vrai que depuis un temps, vous sensibilisez, vous combattez les hépatites avec d'autres chercheurs, d'autres médecins, mais sinon les recherches ont dit qu'il y a quand même de nombreuses personnes, de nombreux malades qui s'ignorent, qui sont peut-être porteurs des hépatites, mais qui s'ignorent. Quelle est la situation en République démocratique du Congo? Il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Nous avions pensé à la fin, ou plutôt en juillet 2019, pouvoir analyser, sensibiliser et analyser plus ou moins, dépister plus ou moins 1/10 de la population quinoise. 1/10, ça fait plus ou moins 800 000, 1 200 000, parce qu'on partait de 12 millions de choses. Nous ne sommes pas parvenus à faire ça, beaucoup de difficultés. Bon, je vous épargne ça, mais nous avons quand même pu dépister plus ou moins 2000 personnes, bien que c'était plutôt gratuit, mais la population n'a pas tendance à venir se faire dépister. Mais est-ce qu'il y a eu un impact positif? Vous avez fait des campagnes de sensibilisation, de dépistage de masse. Oui. Est-ce qu'il y a eu Nous avons eu quand même à dépister plus ou moins 2000 personnes. Bon, 1/6 de ce que nous avions prévu, mais nous avons pu faire des études statistiques qui montrent que dans la population quinoise, il y a à peu près 3% des personnes qui font des hépatites C et qui l'ignorent, et 4% des personnes qui font l'hépatite B et qui s'ignorent.
Mais bon, ça, ce sont des chiffres que nous avons faits. Mais quand vous regardez dans la littérature, il y a des gens qui parlent de 7%, 8%, etc. Mais ici, nous sommes nous sommes dans des populations tout à fait sélectionnées. Ce sont les populations hospitalières, etc. Ici, nous sommes dans la population générale et nous voyons que les hépatites occupent quand même 7% à L2, 7% de la population. 7% de la population, ça fait plus ou moins 980 000 personnes qui vivent sans savoir qu'ils vont faire, ce qui n'est pas à négliger, mais seulement ces personnes sont potentiellement transmetteurs de la maladie. Donc, non seulement ils ne savent pas, mais ils vont transmettre à plus ou moins 780 000 autres, et vous voyez que ça va aller. Parlons justement de ce mode de transmission, docteur. Oui. On parle de transfusion sanguine, on parle de la voie sexuelle. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres modes de transmission liés aux hépatites? Oui, il y a surtout la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est une des voies royales pour l'hépatite B. L'hépatite C aussi, mais il y a aussi la voie sexuelle, effectivement. C'est moins pour l'hépatite C, les voies sexuelles, mais il y a aussi ce qu'on appelle les tatouages. Exactement. Vous savez, les modes actuels, vous voulez bien vous faire tatouer, et le fait de se faire tatouer avec des objets tranchants, infectés peuvent transmettre la maladie. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont positifs. Nous avons été dans une université, nous avons fait des tests sur une population de plus ou moins 180 étudiants. Des jeunes. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'hépatite C là-dedans. Je me suis posé la question, mais comment ils n'ont pas reçu du sang, etc. J'ai pensé que peut-être les techniques de circoncision peuvent être l'objet des hépatites. De ce genre de Mais choses. La circoncision qui se fait à bas âge, donc doit-on dire que les hépatites peuvent rester dans le corps d'un homme jusqu'à un certain âge, 20 ans? Absolument, c'est ça le problème des hépatites. Vous allez rester pendant plusieurs années sans signe aucun. Et donc, ces enfants qui sont circoncis à l'âge de 3, 4, 5 ans, quelques mois comme ça, etc., vont grandir avec ce virus en eux. Et au moment où ils sont en train de terminer leurs études, commencent les complications. Ils deviennent jaunes, ils deviennent édemateux, ils ont des édèmes, etc. Et ils ont des douleurs au niveau du siège du foie. Et on va découvrir, en faisant des examens, que ces enfants ont eu comme facteur des risques d'avoir été circoncis dans des conditions tout à fait de manque d'hygiène. Et voilà, maintenant, ils vont mourir à 25, 30, 40 ans parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Docteur Tchamala, que prévoit le calendrier vaccinal en République démocratique du Congo? Est-ce que dans notre calendrier, y a-t-il un vaccin contre les hépatites? Heureusement. Depuis plusieurs années maintenant, dans notre calendrier vaccinal, il y a le vaccin contre le virus de l'hépatite B. Mais le virus de l'hépatite C n'a pas encore de calendrier. Mais quand je dis que c'est le calendrier vaccinal, mais combien sur la surface, les 516 zones de santé de notre pays, combien peuvent bénéficier, peuvent dire qu'ils ont le matériel qu'il faut pour faire ça? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'aimerais revenir justement à la pyramide sanitaire en République démocratique du Congo. Vous voulez qu'on puisse s'appuyer sur nos zones de santé, d'abord dans la ville de Kinshasa qui compte, je crois, 35 à 36 zones de santé. 35 zones de santé et aussi dans les autres villes du pays. Docteur Tchamala, qu'est-ce que vous voulez concrètement dire en disant qu'il faudrait s'appuyer sur la pyramide sanitaire de notre pays? Je vous dis que la zone de santé constitue la base opérationnelle de tout ce qui est lutte contre les maladies. Vous comprenez? C'est-à-dire que la zone de santé est stratifiée de la façon suivante. Il y a la base, la communauté. Il y a au-dessus des communautés les centres de santé. Il y a au-dessus des centres de santé les hôpitaux généraux de référence. Et au-dessus de ça, il y a les hôpitaux secondaires de référence. Et enfin, les hôpitaux tertiaires sont les hôpitaux universitaires. Et donc, à chaque niveau, il y a
une mission. À la base, c'est la sensibilisation de la population. Les réseaux communautaires vont dans chaque maison, dans chaque rue, pour dire attention, hépatite, attention, Covid, attention, malaria. Chacun a son Et niveau. dans sa langue. Ces gens-là n'ont pas toujours la télévision. Les gens qu'ils vont contacter n'ont pas tous les téléphones pour passer sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Et donc, les réseaux communautaires vont faire ce travail-là. Alors, quand dans la société, les personnes se sentent vraiment bien sensibilisées, et puis ils vont retrouver certains signes sur eux, ils vont aller à leur zone de santé, ou plutôt au centre de santé les plus proches. Un peu comme ça se fait avec la Covid aujourd'hui. Lorsque tu ressens quelques signes, tu cours vite à l'hôpital. Mais malheureusement, c'est ça. Même la Covid, on n'a pas adopté cette histoire. Bon, maintenant, ils sont en train de revenir là-dessus. Mais si on avait fait ça, à mon avis, bien avant, on n'aurait pas eu autant de cas qui sont en train de déclarer maintenant. Donc, la personne qui va au niveau du centre de santé va se faire dépister. C'est là qu'on doit faire le dépistage. Ce n'est pas dans un stade quelque part. Lorsqu'une personne se présente dans une zone de santé, on fait le dépistage et il s'avère que la personne souffre de l'hépatite. Est-ce qu'on peut correctement, la personne peut être prise en charge correctement dans nos hôpitaux, dans la périphérie, dans la cité? Oui, effectivement. La personne qui est dépistée au niveau des centres de santé va non seulement être dépistée, mais on va aussi lui donner des conseils sur ce qu'il faille faire. Voilà, vous avez l'hépatite B ou l'hépatite C, allez à l'hôpital général des références. C'est là que vous allez trouver un milieu où on va pouvoir confirmer ou infirmer votre test. Alors, s'il est confirmé qu'il est positif, on va maintenant vous envoyer dans des services de maladies digestives, par exemple, où on prend en compte ces types de maladies, parce que maintenant, on a des traitements, on a des médicaments qui soignent les hépatites. Avant, il n'y en avait pas. Alors, le problème, la faiblesse de notre système, dont comme je vous parlais là, c'est le fait qu'il n'est pas équipé. En conséquence, les ressources ne sont pas remplies. Et même ces médicaments ne sont pas toutes disponibles à toutes les bourses. Effectivement, les médicaments ne sont pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Malheureusement, parce que puisqu'ils ne sont pas à la portée de tout le monde, il y a moyen, toujours dans la zone de santé, de s'organiser pour que la couverture universelle à certaines maladies puisse être appliquée avec beaucoup de choses. La couverture santé universelle tant souhaitée, par exemple, devrait aussi passer par la prise en charge des hépatites. Absolument, absolument. Mais il y a surtout ce que j'appelle dans notre programme des gens du bien-être et de santé et bien-être, le groupe santé et bien-être, ce que j'appelle une solidarité communautaire. C'est-à-dire que nous avons mis en place ce que j'appelle $1 pour mon prochain. Et donc, si nous pouvons chacun mettre $1 pour son prochain, je pense que soigner le 980 000 personnes qui sont positives serait quelque chose de plus ou moins banal. J'aimerais continuer à faire le lien, Dr Tiamala, entre la Covid-19 et les hépatites en cette période de crise sanitaire. Quels sont les défis qu'il faudrait et les enjeux qu'il faudrait relever pour pouvoir changer la donne ou la situation? Oui, effectivement, les défis qu'il y a là, c'est de pouvoir, comme je dirais encore, exister en tant qu'hépatite. Hein, c'est ça. Il faut que les gens continuent à percevoir le danger des hépatites. Et pour ça, moi, je me dis qu'il n'y a que le reclassement de la riposte dans la pyramide sanitaire qui va permettre de faire en sorte que, même en période de Covid, on puisse savoir. Parce que les centres de santé seraient en train de faire des dépistages d'une façon systématique, où la population qui a été sensibilisée, que ce soit sur le Covid ou que ce soit sur une autre maladie, va passer au centre de santé pour pouvoir être dépisté. Et quand il est positif, soit il est soigné au niveau du centre de santé, soit il va grimper la pyramide sanitaire jusqu'à arriver à des cliniques où on fait la recherche, ce sont les cliniques universitaires. Les cliniques universitaires ne sont pas faites pour donner des comprimés aux gens. Ils sont faites pour la recherche. Pour la recherche, Dr Tiamala, dans vos précédentes activités, il y a, je dirais, depuis 2 ans déjà, contre les hépatites, vous aviez un message jusqu'au bout, jusqu'au fond. Est-ce juste un slogan?
Non, ce n'est pas un slogan, c'est aussi une vision, jusqu'au bout, c'est-à-dire nous allons continuer cette lutte jusqu'en 2030. Jusqu'au fond, ça veut dire que nous allons aller jusqu'à la 516e zone de santé de la RDC. Ça, c'est notre vision. Et pour ça, nous devons faire en sorte que les zones de santé soient valorisées. Et comme ça, si elles sont valorisées, c'est-à-dire munies des ressources qu'il faut, ressources humaines, ressources matérielles, financières, etc., les zones de santé vont jouer leur rôle. Et nous sommes dans le peuple. Le peuple d'abord, ça commence par là, la zone Justement, de santé. On va finir cet entretien, Dr Tchamala, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez prévu pour ce 28 juillet. Est-ce une sensibilisation, une marche, un dépistage de masse comme la fois dernière? Quelles sont les actions qui seront organisées ce 28 juillet? Le 28 juillet, nous allons organiser une journée de commémoration de la lutte contre les hépatites. Elle va commencer de 9h et se terminera à 16h. Ça comprend plus ou moins 4 parties. La première partie est officielle, où on va discourir sur le thème les hépatites à l'ère du Covid. À l'ère du Covid. Et puis il y aura une deuxième partie qui est scientifique. Dans les scientifiques, le professeur Mouyembe et son équipe vont nous dire jusqu'à quand nous allons porter les masques. C'est vrai qu'on les a déjà enlevés maintenant, mais généralement, on doit porter. Juste après. Voilà, on doit absolument nous répondre à ça. On va vivre masqué désormais. Ça, c'est la deuxième partie. On va nous dire l'état des lieux. Et nous avons dans notre pays des gens qui prétendent qu'ils ont trouvé des médicaments. Alors, nous allons leur donner l'opportunité de nous dire quels sont ces médicaments et qu'est-ce qu'ils comptent faire. C'est vrai, ces médicaments, semble-t-il, agissent in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est de voir si ça fonctionne in vivo, c'est-à-dire qu'il faut commencer les essais cliniques. Les essais cliniques de tel, je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité, mais c'est comme ça. Alors, quand on a fait ça, nous allons voir comment nous allons faire vivre, si je peux dire, les hépatites dans un contexte de Covid. C'est-à-dire, nous devons mettre une riposte qui est commune, qui est inclusive, qui ne rejette personne et qui est décentralisée, c'est-à-dire dans les zones de santé, qui etc. travaillent pour trouver des molécules et des médicaments efficaces pour lutter contre la Covid-19. Voilà. Et alors, après ça, nous allons faire ce qu'on appelle la vulgarisation. On va faire un dépistage gratuit pour le virus de l'hépatite B et C. Si nous avons du matériel, nous pouvons aussi faire pour la Covid B et C, plutôt pour la Covid-19. Et on va terminer à 16h. Et donc, ça sera ouvert au public? Ça sera ouvert au public, effectivement. C'est à l'INPS, là où souvent nous travaillons. C'est vrai que à cause des problèmes de distanciation, etc., on va faire ça en plein air. Voilà. Docteur Tchamala, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions concernant les hépatites à l'ère du Covid-19. Merci d'être venu. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes gastro-entérologue et vous êtes à la tête du mouvement Tolonga Hépatite jusqu'au bout, jusqu'au fond. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. 5 règles pour réussir son détox. Pour son bon maintien, le corps humain a besoin de se purifier et de se régénérer. Au changement de saison en cas de fatigue ou pour trouver un équilibre, la cure détox est là pour se sentir mieux dans son corps. Une cure ou un régime détox ne sert pas seulement à perdre du poids. La cure détox permet d'abord de purifier son organisme et de mettre au repos le foie et les fonctions dépuratives. En 5 règles, découvrez comment y parvenir. Privilégiez les naturels et faits maison en lieu et place de produits transformés industriels de petits coins renfermant des additifs, des graisses saturées, des sucres modifiés et le sel qui perturbe la digestion et l'élimination. Raffinés, ils sont par ailleurs quasi dépourvus de fibres, vitamines et minéraux. On le dira jamais assez, mangez de fruits et légumes à chaque repas.
Les fruits et légumes contiennent tous les nutriments indispensables pour éliminer du potassium qui lutte contre la rétention d'eau et accélère la diurèse, des fibres qui piègent les toxines et les évacuent dans le sel, des antioxydants qui réduisent des inflammations et soutiennent des organes dans leur processus d'élimination, et des nitrates qui favorisent l'oxygénation de tissus. Parmi les aliments les plus détoxifiants, le poireau, la patate douce, le chou, la pomme, le citron et la mangue pour ne citer que ceux-là. S'hydrater sans compter, soit 2 à 4 litres par jour, car l'eau à la température ambiante booste la mission des organes émonctoires, notamment des reins, évacue des toxines hydrosolubles, fluidifie le sang et favorise le transit s'associant aux fibres alimentaires. L'eau reste le plus efficace des draineurs de l'organisme. Réduire le sel. Les produits de fête régorgent de sel, saumon, viande, fumée, petits fours, foie gras, biscuits, apéritifs, pommes, dauphines. Or, d'une part, les excès de sodium favorisent la rétention d'eau dans les cellules, donc l'effet gland-fête, et d'autre part, freinent l'élimination de déchets par voie rénale. Éviter les abus d'alcool, les graisses saturées, des protéines provoquent un engorgement de l'organisme qui doit métaboliser plus de nourriture et éliminer plus de déchets. Ces trop-pleins entraînent de troubles digestifs et de la fatigue, mais aussi des effets inflammatoires. Une détox va soulager les organes d'épuration que sont le foie, le rein et les intestins, ainsi que fluidifier le sang. Il y a aussi le jeûne thérapeutique qui aide le corps à éliminer les toxines et à mieux combattre les maladies en s'abstenant de consommer de la nourriture pendant une période déterminée. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la page Facebook de B1.